Radio de la Paix, la grande interview. Brokono Bertin. Bonjour à tous, bienvenue à la grande interview. La grande interview dans l'ambiance, n'est-ce pas, du 1er mai, la fête du travail. Et pour en parler, nous recevons Théodore Zadi Nyanya. Il est le secrétaire général de la Confédération générale syndicale des travailleurs de Côte d'Ivoire, c'est cela? Pas que ça. En plus de cela, vous êtes le président de la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public et privé de Côte d'Ivoire. C'est cela. C'est complet maintenant. Merci. Voilà, donc c'est à ce titre de syndicaliste que nous vous recevons. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, cher ami. Alors, le 1er mai, on est le 1er mai. Un autre 1er mai, pour quel bilan par rapport au 1er mai passé? Je vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez. La Radio de la Paix est un partenaire privilégié des travailleurs par le fait que cette radio a toujours donné la parole aux responsables syndicaux que nous sommes. Et je voudrais vraiment vous saluer pour ce travail important que vous faites qui nous permet d'exprimer nos positions et mettre sur la place publique nos préoccupations. Merci. Cela dit, le 1er mai, encore une fois, un 1er mai, depuis 2 ans, tout le monde sait. Nul n'a besoin d'être devin pour comprendre qu'avec la maladie, à coronavirus qui sévit, le 1er mai de l'année dernière va ressembler à celui-là, en termes de festivités, en termes de restrictions au niveau des manifestations, en termes aussi peut-être du destin qui va être accordé à nos revendications, puisque nous savons tous que cette maladie a entraîné une récession économique dans le monde entier, mais aussi dans nos pays qui sont en train de se relever. Mais n'empêche qu'en tant que syndicalistes, nous posons toujours nos problèmes. C'est à l'État de voir dans quelle mesure il peut y apporter des réponses. Donc, comme l'année dernière, cette année encore, en dépit de la situation délétère créée par la maladie, nous allons parler des préoccupations des travailleurs, étant entendu que ces travailleurs ont subi aussi de plein fouet l'arrivée de cette maladie avec des pertes d'emploi et même de beaucoup de travailleurs, surtout dans le domaine de la santé, dans le domaine social, etc., de ceux qui sont au premier contact avec les malades. Alors, en remontant un peu plus loin, donc avant le coronavirus, il y avait un certain nombre de préoccupations que vous aviez mises sur la table. Est-ce que ces préoccupations, avant que cette pandémie ne vienne tout bloquer, avaient connu un début de satisfaction? En tout cas, au niveau de la plateforme nationale, nous avions déjà en 2017, ça tout le monde le sait, mené une lutte avec le gouvernement ivoirien qui a abouti à la signature d'un accord portant trêve sociale et portant résolution des revendications des travailleurs. Et sur cette base-là, nous avions 5 points de revendication et historiquement, pour la première fois, l'État de Côte d'Ivoire a fait droit sur tous les points. Et depuis donc 2018, l'État de Côte d'Ivoire a commencé la mise en œuvre de ces accords, au point que la question de la retraite, qui avait été un problème important à cause de la réforme sur la retraite de 2012 qui avait entraîné une réduction des pensions et la suppression des avantages sociaux accordés aux veuves et aux orphelins. Grâce à la lutte, le gouvernement a réinstauré ces avantages et revu un peu à la hausse de façon sensible les pensions de retraite. Le deuxième point, c'était le stock des arriérés. 249 milliards, le gouvernement s'est engagé à l'apurer sur 8 ans. Et depuis 2018, nous sommes à la 4e année de mise en œuvre cette année de cet accord. Il y avait également le recrutement des journaliers. Ça a été fait. La bonification indiciaire de plus de 41 000 fonctionnaires. Cela a été fait et bien d'autres questions. Donc, on peut dire qu'avant la maladie et sur la base de cet accord, le gouvernement a exécuté sa part et les travailleurs aussi. Parce que la plateforme nationale et toutes les autres organisations qui étaient engagées dans cet accord ont respecté leur parole de ne pas perturber la paix sociale sur ces années-là. Il nous reste 1 an avant la fin de l'accord sur la trêve sociale. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'engager pour parler, pour que nous aboutissions à un autre accord qui soit avantageux pour les travailleurs ainsi que pour l'État. Alors, la pandémie à coronavirus, ça n'a pas perturbé l'exécution, n'est-ce pas, des engagements de l'État? Pas du tout. Et ça, sur ce plan-là, je voudrais féliciter le gouvernement ivoirien et par-delà le président de la République pour avoir tenu à respecter en dépit, n'est-ce pas, de tout ce qu'on aurait pu imaginer, cet accord. Donc, le paiement s'est fait de façon rigoureuse. C'est vrai, dans la mise en œuvre, on peut observer quelques couacs, comme actuellement, où les veuves, les orphelins qui ont droit à ce qu'on appelle leur capital décès connaissent quelques difficultés liées à des problèmes de trésorerie. Je pense que depuis février, leur paiement n'a pas encore été fait et ils nous interpellent. Malgré la récession, le gouvernement a également fait payer des primes pour la Covid à nos camarades de la santé et aux gens des forces de l'ordre. Je pense que de ce point de vue-là, nos acquis sociaux n'ont pas été remis en cause. D'accord. Voilà, on peut le dire. Donc, et maintenant, par rapport à cette pandémie, vous évoquez un certain nombre de fonctionnaires qui ont perçu des primes. C'est ça. Il y a que tout le monde est dans le même environnement. Tout à fait. Nos amis de la santé ont perçu, parce qu'ils sont les premiers, n'est-ce pas, sur le front,
Ensuite, les forces de défense et de sécurité. Nos camarades du secteur éducation-formation avaient également souhaité, parce qu'eux aussi ils sont au contact, et on a vu que beaucoup d'enseignants ont attrapé la maladie par le contact des enfants, qui ne la font pas mais qui peuvent la transmettre. Et malheureusement, eux n'ont pas eu de prime et la lutte continue pour cela. Sur ce plan-là, beaucoup reste à faire. Mais au plan social général, le gouvernement a également pris des mesures, notamment sur les factures, etc. Vous avez observé en 2020, a également mis en place des mesures de paiement de 25 000 pour les ménages qui souffrent. Là aussi, nous souhaitons qu'il y ait l'équité et la justice. Parce que des gens qui, semble-t-il, ne sont pas concernés, perçoivent cet argent. Donc, il faut mettre de l'ordre, regarder bien pour que l'argent aille véritablement aux populations démunies. Donc, vous voulez dire qu'il y a un système qui se met en place pour détourner cet argent. Des gens sont inscrits alors qu'ils ne sont pas dans la fourchette des populations concernées pour percevoir insidieusement cet argent. Ça aussi, nous appelons l'État à regarder, à ouvrir les yeux pour que cet argent aille effectivement aux populations concernées. Autre élément, l'État avait pris des mesures pour accompagner certaines entreprises, les entreprises privées, là où il y a eu véritablement les grands problèmes, plus de 200 000 personnes ayant perdu les emplois. L'État a pris des mesures pour accompagner ces entreprises-là. Malheureusement, beaucoup d'entreprises, vu les mesures pour accéder aux fonds, n'ont pas pu avoir accès à ces fonds-là. Parce qu'il y avait un ensemble de tracasseries pour y avoir accès. Et ça aussi, je pense qu'il faut alléger les mesures pour aider les entreprises, notamment les entreprises qui sont dans le domaine du transport et qui ont subi le contre-coup, les entreprises qui sont dans le domaine, surtout les petites et moyennes entreprises, de la restauration, de l'hôtellerie, qui ont subi de plein fouet le contre-coup de cette pandémie, pour les soutenir, pour qu'eux aussi puissent tirer vers le haut l'économie ivoirienne. Alors, en prélude à cette fête du 1er mai, à cette fête du travail, je crois le Premier ministre vous a reçu les leaders syndicaux. Oui, c'est cela. Et est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ce dont il a été question? Dans l'ensemble, cette réunion avait pour objet, venant d'arriver dans la maison, il y a peu plus d'une semaine qu'il a été nommé, donc venant d'arriver dans la maison, il doit faire face au 1er mai, donc il a voulu échanger avec les responsables syndicaux pour qu'ensemble, ils trouvent le format de la fête d'abord, parce que jusque-là, la festivité se déroulait sur le perron du palais ou à la primature, avec une mobilisation des foules. Est-ce qu'on maintient ce format dans l'approche liée à la maladie, etc. Donc, il a été trouvé un consensus autour du format, un format restreint, comme l'année dernière, où des discours seront lus, mais pas devant des foules. C'était ça l'objet. Alors, et au-delà de l'organisation du 1er mai, est-ce qu'il y a des perspectives par rapport à vos préoccupations? Le Premier ministre a montré sa volonté d'ouvrir le dialogue et a demandé d'ailleurs, nous l'a dit à tous ses ministres de faire la même chose. C'est ainsi que le ministre Anouloto, par exemple, ministre de la fonction publique, a reçu tous les responsables syndicaux du secteur pour échanger et exprimer la volonté du gouvernement de faire la promotion du dialogue social inclusif, constructif et productif. Et c'est un peu le même message que le Premier ministre a exprimé. Il a dit qu'il n'était pas le bourreau des travailleurs et qu'il est venu plutôt pour aider à améliorer leurs conditions de vie. Nous croyons sur parole à ce discours et espérons qu'il soit mis en œuvre effectivement. Alors le dialogue social, c'est vrai, il y a eu les accords que vous avez pu conclure avec le gouvernement pour la trêve sociale, mais est-ce que le dialogue social, il fonctionne normalement? Hélas, non, parce que le dialogue social est une matière. Pour le moment, en Côte d'Ivoire, il y a des structures de dialogue social. Dans les ministères techniques, il y a des structures de dialogue social. À la fonction publique, il y a une structure. Et puis au plan national, il y a la Commission nationale du dialogue social. À la primature, il y a le comité de suivi de la trêve sociale, etc., etc. Donc, en matière de structure, au niveau législatif, le pays est bien fourni. Au niveau des textes aussi, oui. Mais la pratique, c'est autre chose. Parce que la pratique commande que le dialogue social soit permanent et se déroule pas seulement dans les périodes où il y a crise. Or, pour le moment, ce que nous avons, ce sont les discussions issues des crises. Or, quand nous sommes en crise et que la discussion arrive, il y a des crispations et on s'en sort toujours avec des dégâts. Est-ce que ces structures ne sont pas dans la logique du train qui arrive à l'heure? Quand le train arrive à l'heure, il n'y a pas de problème. Hélas, or, en matière de dialogue social, en matière de syndicalisme, il ne faut pas réagir de cette façon. C'est pendant qu'il y a l'accalmie qu'il faut discuter parce qu'il y a toujours des problèmes qui ont été soit laissés de côté ou qui sont en préparation. Donc, il faut avoir un comité de veille qui permette, n'est-ce pas, de récupérer toutes les préoccupations, les adresser, les organiser, les structurer et les anticiper. Avec un chronogramme d'exécution, mais tout cela dans un dialogue général. Et c'est pourquoi nous avons proposé au Premier ministre d'organiser ce dialogue comme nous le voyons à l'extérieur ailleurs. Il y a des périodes où État et responsables syndicaux se retrouvent pour faire le point des revendications, et une autre période pour faire le bilan de ce qui a été exécuté, ce qui ne l'a pas été. Quand nous le ferons, que le dialogue deviendra permanent, que les syndicalistes et les travailleurs verront
que ce dialogue donne des résultats, effectivement, et qu'on peut obtenir des choses en passant par le dialogue et non par la grève, les mentalités changeront et alors tout le monde s'inscrira dans ce dialogue. Alors, c'est ce qui manque actuellement à notre pays. C'est ce qui pourrait expliquer que, en dépit de ce que vous nous ayez dit, que la trêve sociale, de façon générale, a été respectée, mais il y a que, de façon sectorielle, il y a eu des remous. Tout à fait, parce que des ministres n'ont pas compris, ils ne sont pas inscrits dans cette vision du dialogue permanent. On ne force pas la main à un syndicaliste. On ne tord pas le bras à un syndicaliste. Cette option de la violence ou bien du tout pour le pouvoir est toujours un échec et désastreux. Il faut dialoguer. Et c'est pourquoi le syndicaliste dépose toujours un préavis de grève, parfois 1 mois, 2 mois avant, pour qu'on l'appelle et discute avec lui. Malheureusement, nos autorités attendent toujours à la veille du déclenchement de la grève pour appeler à discuter. Or, en ce moment-là, le responsable n'a plus la main sur le mouvement. Le mouvement a été déjà récupéré par la base. C'est pourquoi ce qui n'a pas marché et qui a entraîné les grèves que nous avons observées, en dépit de la volonté de certains camarades de peut-être forcer la main, il y a pour beaucoup, n'est-ce pas, le fait que certains ministres, certaines autorités n'ont pas suivi le train du dialogue permanent et ont voulu, n'est-ce pas, forcer les choses. Et ont voulu utiliser la trêve sociale comme un pain béni, comme une sorte de cache-sexe pour refuser le dialogue et refuser les revendications. La trêve n'a pas mis fin aux revendications. Oui. La trêve dit désormais les préoccupations doivent être traitées dans un cadre de dialogue permanent, etc., etc. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a trêve que les problèmes n'existent plus. Il y a eu cette confusion qui a été à la base, n'est-ce pas, des problèmes que nous avons connus. Il y a eu beaucoup de problèmes. Vous, en tant que secrétaire général de la Confédération générale syndicale des travailleurs de Côte d'Ivoire, quels sont les dossiers auxquels vous avez été confrontés? Nous avons été confrontés pour les 2 années, en dehors de ce que nous avons obtenu. Le dossier qui a été sur la table au niveau des travailleurs, c'est la question de l'indemnité contributive au logement, dont on demande le relèvement, l'augmentation, mais aussi l'attribution à tous les fonctionnaires. Parce qu'il y a une catégorie, un groupe de fonctionnaires qui l'ont, mais cette indemnité-là date de 1981-83. Et elle est fixée de 40 000 à 70 000 francs maximum pour les civils. Et seulement les enseignants et certains agents de la santé l'ont. Les autres fonctionnaires ne l'ont pas. Donc, ceux qui l'ont estiment que cette indemnité est dépassée. Effectivement, nous sommes d'accord qu'on ne peut plus louer une maison à 40 000 francs en Côte d'Ivoire. Et que tous les autres fonctionnaires estiment qu'ils ont aussi droit à cette indemnité et parce que tous représentent l'État et font fonctionner l'État ont les mêmes droits. Donc, aujourd'hui, je dirais la problématique, c'est comment aborder cette question. Et c'est ce qui a été l'objet des grèves de 2019 et de 2020. Dans tous les secteurs que nous avons observés. L'autre aspect, c'est les questions de promotion, de profil de carrière dans certains secteurs comme le ministère de l'Intérieur, comme le ministère de l'Agriculture. C'est également la question des primes sectorielles, comme au ministère de l'Intérieur, comme au ministère de l'Agriculture, etc., etc. Voilà les grandes questions qui ont été mises sur la table. Mais il y a d'autres préoccupations structurées qui également font l'objet actuellement, n'est-ce pas, d'adressage, qui sont les nôtres. Tout à l'heure, on en parlera, à moins que vous le veilliez maintenant. Allez-y. Voilà. Nous, aujourd'hui, au niveau de la plateforme nationale, comme je l'ai dit, nous avons signé une trêve qui prend fin l'année prochaine. Oui. Nous avons écrit au gouvernement pour lui dire, n'attendons pas la fin de la trêve. Parce que si nous attendons la fin de la trêve, vous aurez contre vous ou bien face à vous, non seulement ceux qui n'avaient pas accepté la trêve et qui avaient déjà fait des grèves sectorielles, mais vous aurez cette fois en face de vous les grandes organisations qui avaient signé la trêve. Cette bourrasque-là, il sera difficile de la contenir. Alors, discutons maintenant. Discutons maintenant pour préparer dans cette année-là les résolutions et les conquêtes qui nous permettront de signer d'autres accords. Nous avons écrit au ministre de la fonction publique, au Premier ministre, etc. Et nous avons expliqué que conformément à l'article 3 du document sur la trêve qui indique qu'il faut négocier, et conformément à l'article 5 qui indique que lorsque une des parties a une nouvelle préoccupation, elle saisit l'autre partie, les deux discutent et les nouvelles conclusions sont opposables aux deux parties. Donc sur cette base-là, nous appelons à de nouvelles discussions sur la base de nos préoccupations nouvelles, à savoir les fonctionnaires de Côte d'Ivoire réclament aujourd'hui que leur soit attribuée une indemnité ou un 13e mois de salaire au mois de décembre. Parce que déjà en 2007, lors du préforum social de 2007, cette préoccupation avait été mise sur la table. En 2012, lors du forum social de 2012 à Yamoussoukro, cette préoccupation est revenue pour les fonctionnaires qui estiment que, étant aussi une des forces de production au plan économique, conformément à ce qui se passe dans les autres secteurs du privé, qu'eux aussi en décembre, où ils sont confrontés à des dépenses incompressibles sociales contraignantes, ils n'ont qu'un seul salaire qui leur permet de faire face à pratiquement 4 fêtes
et ensuite aux dépenses incompressibles du mois de janvier. Est-ce que ce n'est pas trop demandé à l'État? L'État, quand je vois le fonctionnement de l'État, quand on vote le budget, on dit le budget s'équilibre en recettes et en dépenses. Et l'État, je ne vois pas faire un bilan pour dire voici le bénéfice que nous avons généré cette année. Alors, est-ce que ce qui est valable au privé peut l'être au public, au niveau de l'État? Et d'ailleurs mieux, qui est producteur des richesses? Le privé, ce n'est qu'une entreprise. L'État, c'est la plus grande entreprise. Vous imaginez, toutes les richesses lui appartiennent. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Donc, pour nous, ce n'est pas impossible. Il n'y a que 265 000 fonctionnaires en activité, plus 85 000 retraités. Vous voyez, ce n'est pas grand-chose. Et nous sommes prêts à discuter sur des modalités de rééchelonnement de cette... au privé, c'est 75% du salaire brut qui est payé en 13e mois. Nous sommes prêts à discuter pour que quelque chose soit trouvé pour les fonctionnaires. Mais on ne peut pas laisser le fonctionnaire. Parce que celui qui représente l'État, c'est qui? Est-ce que vous voyez l'État? L'État, ce n'est pas le chef de l'État, lui, c'est qui est un fonctionnaire aussi. L'État, ce n'est pas que le ministre, ce n'est pas que le directeur. L'État, c'est le petit fonctionnaire lambda qui est à Zouaounié. L'État, c'est l'instituteur, c'est l'infirmier, c'est le sous-préfet. Et l'image de ce fonctionnaire-là reflète l'image de l'État. S'il est dépénaillé, qu'il est dans l'humiliation quotidienne, c'est l'État qui est humilié. Donc, autant on donne des moyens à nos ministres pour qu'ils paraissent, autant on doit en donner aux petits fonctionnaires qui représentent l'État là où il est, pour être aussi l'image de cet État qui aspire à une meilleure image. Donc, c'est tout à fait conforme à la réalité. Et quels ont été peut-être les premiers signaux renvoyés par l'État par rapport à l'État nous a dit qu'il n'est fermé à rien du tout. Le Premier ministre nous a dit qu'il est ouvert à tous les débats. Ensemble, nous allons regarder ce qu'il est possible de faire. Étant entendu que nous sommes ouverts aux discussions, que nous ne sommes pas fermés, nous ne sommes pas accrochés à un chiffre et que nous voulons que quelque chose soit fait. Ça peut être échelonné, on l'a déjà montré avec le stock des arriérés. Certains voulaient que l'État paye les 249 milliards ici et maintenant. Nous avons accepté qu'il soit payé sur 8 ans. Ici aussi, nous sommes prêts à échelonner les choses de sorte à ce que l'État puisse souffler et que le fonctionnaire, n'est-ce pas, retrouve une certaine dignité. Parce que n'oublions pas que dans les années 80, vous savez bien, depuis 70-80 jusqu'en 90, le fonctionnaire était dans la classe moyenne, la première partie de la classe moyenne. Mais aujourd'hui, les études montrent que le fonctionnaire ivoirien est descendu de la classe moyenne, il a la dernière case de la classe moyenne et se retrouve même pour certains dans la première partie de la classe des pauvres. Parce que dans la fonction publique, il y a différents grades. On parle du grade D au grade le plus élevé. Mais ceux qui sont dans le grade D et C ont moins de 100 000 francs par mois. Avec 100 000, qu'est-ce qu'on peut faire avec 100 000 francs? Et on parle de modernisation de l'administration. Mais c'est là que ça commence. Le grade D tire la fonction publique par le bas. Il faut améliorer les choses, de sorte que ces gens-là puissent faire face aux défis, n'est-ce pas, de la modernité, surtout que le coût de la vie, lui, ne cesse de grimper. Il prend l'ascenseur tous les jours. Vous savez tous que tout a augmenté sur les marchés. Donc, c'est un premier levier que nous pensons que l'État peut actionner pour revaloriser un tant soit peu ses fonctionnaires, pour les sortir de la pauvreté. Parce que je vous dis, plus de 30% des fonctionnaires sont surendettés. Et le surendettement du fonctionnaire vient aussi de ce mois de décembre où il est face à des dépenses incompressibles, où il doit aider. Parce que le fonctionnaire, c'est l'assurance maladie universelle de tous ses parents. Quand vous avez un fonctionnaire dans une famille, vous savez bien qu'il s'occupe de la santé et de tout de ses parents. Donc, aider le fonctionnaire, c'est aider la nation. C'est cela que les gens doivent comprendre. Il y a un lien indéfectible entre le bien-être du fonctionnaire et le bien-être de la société globale. Oui. Deuxième point, il y a l'indice référentiel de base, qui est l'indice de calcul du salaire. Depuis 1961, la valeur de cet indice a été fixée à 233,45 francs et n'a pas changé depuis. Or, en 1961, le car qui partait de chez moi à Gagnoa pour Abidjan, il coûtait 250 francs. Aujourd'hui, c'est presque 5 000 francs CFA. Donc, cet indice, nous estimons qu'il faut le réévaluer. Et nous sommes prêts aussi à discuter pour voir comment y apporter une augmentation, je dirais, qui ne brise pas le budget de l'État. Je rappelle que vous êtes à la grande interview dans donc, l'ambiance du 1er mai, avec pour inviter aujourd'hui Théodore Zadi-Nyanya, qui est donc le secrétaire général de la Confédération générale syndicale des travailleurs de Côte d'Ivoire et président de la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public et privé de Côte d'Ivoire. Avec lui, donc, nous évoquons un peu la situation des fonctionnaires. Alors, M. Zadi, en parcourant une de vos déclarations, à l'avènement, n'est-ce pas, de votre confédération, vous avez dit « Cette nécessité de l'union est une exigence du mouvement syndical qui doit rechercher de façon constante le rassemblement et la jonction des forces qui partagent les mêmes idéaux ainsi que les autres valeurs. En effet, les divisions syndicales excessives de ces dernières années ont exacerbé l'inefficacité et produit de graves faiblesses dans le mouvement syndical. »
Vous vous reconnaissez dans ces propos? Très bien. Alors, les divisions que vous avez pointées du doigt, est-ce que ces divisions ont cessé, étant donné qu'on voit qu'il y a plusieurs centrales syndicales? Tout à fait. Et là, je pense que les divisions ne cesseront jamais. Mais ce qu'il faut rechercher, comme je l'ai dit, la jonction des forces, l'unité d'action. Oui. Quand un mouvement est juste et légitime, tout le monde doit s'engager dans ce mouvement. Nous l'avons réussi en 2017. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, nous avons réussi à rassembler toutes les forces de travail, les forces sociales de la fonction publique dans la plateforme nationale. Et c'est cette union-là qui nous a permis d'obtenir ce que nous avons. Et c'est ce que nous enseignons, nous prônons. Le mouvement syndical ne peut exister sans l'union. Et c'est pourquoi Karl Marx disait, prolétaires de tout pays, unissez-vous. Il n'y a pas de combat syndical sans solidarité des travailleurs. Parce que si nous sommes divisés, nous sommes faibles devant la puissance de l'État qui a tous les moyens de coercition au plan administratif, au plan juridique, au plan policier, pour nous briser. Donc c'est un vœu. Nous recherchons cette union-là. Malheureusement, les égos existent partout, mais je pense que beaucoup de camarades ont compris ce message et nous travaillons en synergie aujourd'hui autour des questions majeures comme celles que je viens d'exprimer là. Donc aujourd'hui, l'UGTCI, la FESACI, Dignité, Humanisme, toutes les centrales syndicales en Côte d'Ivoire regardent dans la même direction. Ça, je ne peux pas l'affirmer tout de go, mais je dis certains, parmi la majorité d'ailleurs, regardent dans la même direction. Mais est-ce que vous entendez au moins sur l'essentiel, le minimum qui devrait rassembler tout le monde? Oui, le minimum, c'est le bien-être des fonctionnaires. Le minimum, c'est le bien-être des travailleurs, tant du privé que du public. Oui. Et sur cette question-là, aller contre, c'est qu'on n'est pas une centrale. Aller contre, c'est qu'on n'est pas un syndicat, qu'on est autre chose. Je pense que dans l'ensemble, nous avons toujours réussi à nous retrouver sur l'essentiel. L'occasion pour moi de vous demander, est-ce qu'il y a un dialogue intersyndical? Tout à fait, il existe un dialogue intersyndical, mais je ne peux pas affirmer qu'il est accepté par la totalité des organisations. Mais certaines organisations acceptent que nous partagions notre vision. Nous l'avons fait lors de la crise où nous avons ensemble, avec la FESACI, Dignité, donné notre position sur la nécessité du dialogue en Côte d'Ivoire et sur d'autres questions, nous nous retrouvons. Même quand nous avons engagé la lutte en 2017, les syndicats de base ont été issus des centrales syndicales, se sont mis avec nous pour mener la lutte. Donc il y a plusieurs manières d'accompagner ce combat-là et cette union. Mais nous continuons à travailler, nous continuons à prôner la nécessité de l'union face aux défis majeurs qui nous attendent chaque jour devant le bien-être des travailleurs qui est ce que nous avons choisi comme métier. Alors est-ce qu'aujourd'hui, pour ce 1er mai, devant le gouvernement, devant l'État, vous vous exprimez de la même voix? Non, pas du tout. Chaque organisation porte sa voix parce que les mêmes problèmes peuvent être exprimés, mais chacun a sa sensibilité, chacun a sa manière de dire les choses. Et il est bon que cette variété-là donne à l'État, n'est-ce pas, également la variété des sensibilités du milieu. Parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde forcément attaché. Nous sommes en démocratie. Donc, il faut laisser exprimer les positions. Mais l'essentiel, c'est que lorsqu'il y a un combat, nous ne devons pas nous combattre. C'est ce que nous recherchons. L'unité d'action, lorsque la préoccupation est légitime, qu'elle est acceptée par tous, aucune autre organisation ne doit être du côté du patronat, contre les autres camarades. Donc, oui. Mais il y aura donc les discours variés des organisations. Vous verrez bien que tout le monde ira dans le sens de demander à l'État d'aller dans tel ou tel sens pour le bien-être des travailleurs. Mais en général, il y a des situations comme ça, des cérémonies où on demande un livre blanc, par exemple. Oui, ça c'est déjà fait. Avant le 1er mai, les organisations, nous avons déjà déposé nos préoccupations, mais le gouvernement, ce n'est pas ce jour-là qu'on dit les choses. Avant, le gouvernement reçoit, regarde, et s'il y a des réponses à donner ici et maintenant, le gouvernement le fait. Et sur les autres questions, le dialogue continue jusqu'à ce qu'un 1er mai arrive, etc., etc. Monsieur Zadi, il y a une question que je voudrais vous poser. Il y a eu en son temps la situation de certains enseignants du supérieur dont les salaires ont été bloqués. Tout à fait. Que vous avez mené, je crois, des démarches en son temps. Quelle a été l'issue? Depuis le mois de mars 2020, nos camarades ont été réhabilités. Mais après 1 an de suspension des salaires, aujourd'hui, le combat que nous menons, c'est que ce qu'ils ont perdu leur soit reversé. C'est-à-dire 1 an de suspension de façon injuste. Le salaire a été rétabli, mais un salaire, vous imaginez un salaire suspendu pendant 1 an, sans compter les engagements que nous avons sur les comptes. Même si le salaire est reversé, mais c'est dans un trou béant qu'il tombe. Aujourd'hui, donc, c'est vrai qu'ils ont été réhabilités au niveau salarial, mais ils ne ressentent pas encore les effets. Ce que nous demandons, nous en disant merci au nouveau ministre de l'enseignement supérieur, qui était un enseignant du supérieur qui a œuvré à résoudre ces préoccupations-là, c'est de faire en sorte que nos camarades soient réhabilités totalement. C'est des professeurs importants. Johnson, par exemple, est un professeur titulaire dans ce pays. Il ne faut pas le banaliser, l'humilier au point de le rendre, je dirais, dans une précarité inacceptable. Donc, nous demandons aujourd'hui au gouvernement
au nouveau Premier ministre qui a déjà, par sa démarche, montré sa volonté de négocier, de discuter, de tisser un partenariat gagnant-gagnant avec les organisations, de reverser cet argent-là pour que nos camarades retrouvent, n'est-ce pas, un tant soit peu, une certaine dignité. Voilà. Alors aujourd'hui, donc, le monde du travail, quand vous faites un état des lieux, en dépit de la pandémie Covid-19 et en dépit de quelques problèmes du point de vue économique, est-ce qu'on peut dire que le monde du travail se porte bien en Côte d'Ivoire? Ce serait un abus de le dire, mais on ne peut pas non plus dire que c'est catastrophique. Parce que je dirais qu'au niveau des fonctionnaires, il y a une sécurité salariale. C'est un avantage. Même si les salaires ne sont pas élevés, mais il y a une sécurité salariale avec l'État. Par contre, dans le privé, il y a encore la précarité. Dans certains secteurs, comme dans les zones industrielles et autres, où le travail n'est pas garanti. Parce qu'après 1 an et demi, on peut vous renvoyer sans CDI. Donc, il y a cette précarité-là. Notre souhait aussi à ce niveau, c'est que le Code du travail, qui a été adopté en 2015, soit amélioré pour qu'il garantisse un peu plus l'employabilité, qu'il sécurise un peu plus les emplois. Par exemple, il faut faire 2 ans pour avoir droit à un CDI. Certains laissent le travailleur jusqu'à 1 an, 9 mois, on le renvoie, et après on le reprend, juste pour ne pas l'engager. Il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, une possibilité de comptabiliser les mois qu'il a déjà fait, cumuler pour qu'il puisse, n'est-ce pas. Autre élément, il y a la protection sociale. Parce que nous, notre fête cette année, nous la plaçons sous le signe du combat pour une meilleure prise en charge sanitaire et une protection sociale efficiente des travailleurs. Au privé, par exemple, la retraite que nous avons combattue au niveau du secteur public, c'est celle qui est appliquée. Là où la veuve, par exemple, avant de bénéficier des droits de son époux décédé, doit attendre d'avoir l'âge de départ à la retraite de ce dernier. Quand vous avez une épouse qui avait 40 ans et que son mari devait aller à la retraite à 60 ans qu'il meurt, elle doit attendre 20 ans avant de bénéficier des pensions. Et les enfants, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est des choses qu'il faut harmoniser dans notre pays pour qu'on ait un seul système de retraite. Il y a aussi les pensions de retraite qui sont misérables pour les gens du privé, pour le petit agent du privé, les agents de maîtrise, etc., qui, n'est-ce pas, vont à la retraite. C'est vrai que la CNPS a fait un effort parce que le plafond de la prime de retraite était fixé à l'époque à 800 000 francs. Elle est passée maintenant à 1,5 million. Ça, nous le saluons pour les agents les plus importants. Mais pour le petit agent de maîtrise, ça, il y a un problème. Il y a aussi la déclaration des travailleurs à la CNPS. Il faut que la CNPS et l'État, le ministère de l'Emploi, sévissent pour que les entreprises déclarent leurs agents. Parce qu'un agent non déclaré est dans une précarité. Un agent non déclaré n'a aucun droit. Le premier élément de la reconnaissance des autres droits, c'est la déclaration à la CNPS. Donc, il faut une vraie campagne pour que cela se fasse. Il y a aussi l'autre aspect, l'informel, le secteur informel, qui est près de 80% du secteur du travail en Côte d'Ivoire. Oui. Il faut que des politiques soient faites pour que ce secteur se formalise, pour que cette grande économie qui se développe dans ce secteur puisse aider le pays à tirer vers le haut l'emploi et le bien-être social des gens. Donc, comme je l'ai dit, l'autre aspect qui est important pour nous aujourd'hui, c'est la protection sociale. Oui. Parce qu'il n'y a pas de modernisation de l'emploi. Il n'y a pas d'évolution du travailleur s'il n'est pas bien garanti au niveau de la santé, au niveau de l'environnement social, du logement, de la retraite, de la sécurité au travail, etc., qui n'a pas une garantie. Donc pour nous, cette année, il faut que l'État de Côte d'Ivoire, qui a décidé de mettre en œuvre la couverture maladie universelle, investisse dans cette couverture maladie universelle. Il faut que l'État mette beaucoup d'argent dans la couverture maladie universelle pour que la prise en charge des Ivoiriens qui n'ont aucune couverture et qui sont 80% de la population et qui tirent l'ensemble des autres Ivoiriens par le bas, parce que quand le fonctionnaire obtient son salaire, qu'il doit donner de l'argent pour soigner son père et sa mère qui n'a aucune couverture, mais il s'appauvrit. Donc, il faut mettre de l'argent dans la couverture en faisant en sorte que les centres de santé soient démultipliés sur l'ensemble du territoire, que les plateaux techniques soient relevés et que notre pays se modernise au niveau du secteur de la santé. L'autre aspect, que l'ARIMA SMU MUGEFSI, qui a créé un désordre dans le milieu des fonctionnaires, soit rediscuté. Et nous demandons à l'État d'inviter sur la table de discussion les syndicats, la MUGEFSI et la SMU, qui vient d'avoir un nouveau ministère de tutelle, qui est la santé, nous saluons cela, que les débats reprennent. Il y a la MUGEFSI elle-même, qui est la plus grande mutuelle de Côte d'Ivoire, qui elle aussi, à travers ses dirigeants, ont mis en place des réformes qui ont également déstabilisé la prise en charge sanitaire des fonctionnaires. Il y a tous ces débats qui, pour nous, cette année, sont importants pour que le fonctionnaire, le travailleur ivoirien ait une bonne prise en charge sanitaire, parce que sans la prise en charge sanitaire, sans la protection sociale, il n'y a pas de travail décent, il n'y a pas une bonne rentabilité et il n'y a pas une économie qui s'élève vers le haut. J'allais dire que c'est sur ces propos que nous allons clore ce débat, mais comme nous sommes le 1er mai, à cette occasion, quel est le message que vous voudriez adresser
au monde du travail et aussi à vos camarades des autres centrales syndicales? C'est le message de l'union et de l'unité. C'est le message du combat pour la protection sociale. C'est le message pour l'investissement dans le domaine du social que nous appelons de tous nos voeux. Un nouveau gouvernement vient d'être mis en place. Un nouveau Premier ministre vient d'être nommé qui nous annonce que c'est un gouvernement social qui est mis en place. Nous saluons cela. Du Premier ministre vers les syndicats qui prônent la discussion permanente. Le gouvernement, nous l'appelons à ouvrir des discussions rapides sur nos préoccupations pour que, à travers la discussion, nos camarades voient que quelque chose est en train d'être fait. Notre message pour ce 1er mai, c'est le message de l'union, c'est le message de l'apaisement, parce que notre pays vient de loin. Il nous faut ensemble faire en sorte que le pays retrouve toute sa sérénité. Voilà ce que je voudrais dire aux camarades et c'est le message à l'occasion de ce 1er mai. Théodore Zadi-Nyanya, je vous remercie. Merci. Je rappelle la grande interview recevait pour cette semaine Théodore Zadi-Nyanya, qui est le secrétaire général de la Confédération générale syndicale des travailleurs de Côte d'Ivoire et président de la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public et privé de Côte d'Ivoire. La grande interview pour aujourd'hui c'est terminé. Technique Antoine Kwasi. Bonne journée à tous. Brokono Bertin. Vous venez de suivre la grande interview. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.